Hello tout le monde. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter un de nos premiers workshops qui est le workshop dédié à l'observation. L'observation, c'est quelque chose qu'on préconise beaucoup au School Lab, qui est hyper important pour les startups. À plus d'un titre, en fait, l'observation, c'est ce qui va vous permettre de collecter des informations intéressantes sur vos utilisateurs. C'est aussi ce qui va vous permettre de définir votre cible. C'est ce qui va vous permettre de définir aussi ses frustrations, ses problèmes et les désirs qu'elle pourrait avoir. Et donc, ce qui va vous garantir tout au long du développement de votre startup d'avoir toujours un produit ou un service qui va répondre à un vrai besoin. L'observation, plus qu'un outil, plus qu'une méthode, c'est avant tout un état d'esprit qui va vous permettre de faire croître votre startup de façon pérenne. Et pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur l'observation? En fait, d'expérience, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de startups qui ont quelques clients à qui elles arrivent à vendre un produit, mais souvent on a beaucoup de mal à faire décoller ces startups parce qu'en fait la solution qu'elles proposent à leurs clients, elle s'est faite sur des mauvaises bases, donc ils arrivent quand même à en vendre un petit peu, mais pas à décoller. Et pourquoi? Parce qu'en fait en amont ils n'ont pas fait une bonne observation. En fait ils sont d'emblée partis sur une idée toute bien en tête, sans vérifier que les utilisateurs avaient réellement besoin de la solution qu'ils proposaient. Et c'est pour ça qu'on revient sur l'observation. Vous pouvez avoir l'impression que c'est un retour en arrière, en quelque sorte, mais pas du tout. En fait, l'observation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des fondements stables et viables pour créer votre entreprise. Donc, dans ce workshop, on va vous donner en fait tous les bons outils à utiliser au moment de l'observation. On va essayer d'y aller étape par étape et autant que possible de vous donner des conseils très pratiques, très facilement actionnables et utilisables. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce workshop, vous soyez prêt à aller sur le terrain. Donc avant de commencer sur vraiment l'observation, d'entrer dans le vif du sujet, je vais replacer l'observation dans un contexte plus large, qui est le contexte du design thinking. Le design thinking, c'est une méthode d'innovation qui va placer l'utilisateur au cœur de toutes les décisions stratégiques comme opérationnelles. En fait, en centrant toutes vos décisions sur l'humain, sur votre utilisateur, sur votre client, ça va vous permettre de toujours prendre de bonnes décisions. Et pour ça, le design thinking fonctionne en 4 étapes. Donc la première étape, c'est celle que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'observation. C'est ce qui va vous permettre en fait d'identifier un vrai problème que rencontre votre utilisateur. Ensuite, on vous présentera dans d'autres vidéos et d'autres workshops les 3 autres étapes du design thinking, qui sont la conception, donc la façon dont vous allez transformer vos observations, les données et les informations collectées en une idée intéressante. Puis le prototypage, la 3e étape, qui elle va consister ce qui va être le moment en fait où vous allez matérialiser votre idée en un produit ou un service que vous allez pouvoir tester. Puis une dernière étape qui sera l'étape du lancement, qui sera le moment en fait où vous allez lancer votre prototype et voir si vous rencontrez des clients. Donc à propos de l'observation. L'observation, c'est comme je le disais, une des premières étapes du design thinking. Donc c'est une méthode aussi d'innovation. Et je vous présente sur ces slides en fait 3 innovations qui sont intéressantes, mais qui ne respectent pas du tout la méthodologie du design thinking et qui, pour les 3 d'entre elles, n'ont pas fait d'observation assez fine de l'utilisateur. Donc la première innovation que je vous présente, c'est le Press Orange, le fameux Press Orange, qui est en fait très intéressant d'un point de vue design, qui a une esthétique très particulière, très atypique, qui s'est fait beaucoup remarquer. Et pour autant, on ne peut pas appeler cette innovation du design thinking. En fait, si vous utilisez ce Press Orange, vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'est pas très pratique, qu'il n'est pas très fonctionnel, et qu'en pressant des oranges avec, vous allez mettre plus de jus d'orange en dehors de votre verre, donc sur votre table, que dans votre verre. Donc, si cette innovation est design, pour autant, elle n'est pas design thinking. Il lui manque le thinking, en fait. Ensuite, vous avez une deuxième innovation qui est la fourchette connectée. La fourchette connectée, c'est un outil qui, a priori, peut sembler intéressant, d'autant il y a une vraie tendance en ce moment sur les objets connectés. Et pourtant, si on s'intéresse vraiment aux besoins de l'utilisateur, est-ce qu'on a besoin, quand on est en train de manger, d'être connecté à notre fourchette? J'en suis pas sûr. Cette innovation, en fait, elle correspond à ce qu'on appelle un techno-push, c'est-à-dire la volonté de pusher une technologie plutôt que de réellement résoudre un problème utilisateur. Et enfin,
Dernière innovation, donc le Concorde, qui a été une innovation majeure en termes de technologie, là encore, mais qui n'a pas rencontré d'utilisateurs et de voyageurs. Et donc, c'est ces trois cas de figure qu'on va essayer d'empêcher avec le design thinking et avec l'observation. D'où l'intérêt de ce workshop. Et donc, le design thinking, ça va plutôt être, comme c'est le cas sur la première photo, de l'immersion, de l'observation. Il va falloir être au contact de vos utilisateurs, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ça va aussi être votre capacité à prototyper rapidement et à proposer, comme c'est le cas pour BIC, des idées qui soient simples, pas chères et qui puissent rencontrer une cible et des utilisateurs. Donc, l'observation, c'est très excitant puisque c'est le moment où vous allez découvrir votre marché. C'est une phase qui est hyper inspirante. Moi, pour l'avoir pratiqué autant sur la création de documentaires que dans mon accompagnement au quotidien avec des startups, je trouve que c'est l'étape qui est presque la plus inspirante pour vous. En plus, c'est l'étape durant laquelle vous allez commencer à avoir des idées, commencer à esquisser une première idée de produit ou de service. Et c'est hyper motivant. Donc l'observation, elle va se diviser en 4 étapes. Donc la première étape, ça va être d'identifier les parties prenantes. Donc identifier à l'aide d'outils toutes les personnes ou les entités qui vont avoir une interaction avec l'idée que vous avez ou avec la recherche que vous menez. Vous allez avoir une deuxième phase qui va être le moment de passer à l'action. Donc là, vous allez réellement aller sur le terrain, vous allez rencontrer les parties prenantes, vous allez commencer à faire du benchmark, une analyse de la concurrence, interviewer des utilisateurs et utiliser différentes techniques d'observation et d'immersion. Ensuite, vous aurez une troisième phase qui va être la phase de synthèse, pendant laquelle vous allez créer votre persona, votre Empathy Map, qui sont en fait des outils qui vont vous permettre de synthétiser toutes les informations que vous allez collecter à partir de la phase 2. Cette phase 3, elle sera présentée ultérieurement dans une deuxième vidéo, de même que la phase 4, qui est la phase de problématisation, qui est celle qui va vous permettre, à l'issue de votre synthèse, de trouver la bonne question, le bon problème que vous allez traiter. Donc, la première phase, ça va être identifier les parties prenantes. Pour ça, on vous propose un outil qui est assez simple, que je vous invite d'ailleurs à remplir, qui est la Stakeholder Map. Dans cette Stakeholder Map, vous allez identifier l'ensemble des parties prenantes de votre projet et essayer de comprendre comment est-ce que ces parties prenantes interagissent. Au cœur de votre Stakeholder Map, vous aurez vos utilisateurs, donc les personnes qui vont être directement concernées par votre solution, et vous allez y ajouter des parties prenantes directes et des parties prenantes indirectes. L'idée, c'est de pouvoir visualiser très rapidement toutes les parties prenantes, donc toutes les personnes qui sont réunies autour de votre enjeu. Et à titre d'exemple, je vous ai fait donc une stakeholder map qui correspond à Vélib, à l'utilisation du vélo. Donc au centre de la stakeholder map, vous allez avoir le cycliste et dans les différents cercles autour, les parties prenantes avec lesquelles il va interagir. Donc vous allez avoir dans un deuxième cercle les réparateurs, les autres utilisateurs de Vélib, le support consommateur, le service consommateur. Et puis après, plus vous vous éloignez du cercle, plus ce sont des parties prenantes avec lesquelles votre cycliste va interagir, mais de façon moins directe. Et là, l'idée du coup, c'est d'avoir une visibilité sur l'ensemble des personnes que vous allez pouvoir interviewer typiquement. Une fois que vous avez mappé et rendu visuel l'ensemble des acteurs que vous souhaitez étudier et l'ensemble de leurs interactions, on va vous demander de passer à l'action. Passer à l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez observer l'utilisateur. Vous allez l'observer avec des outils. Il y a plein d'outils pour faire de l'observation. On utilise souvent le bloc-notes, le stylo. Vous pouvez aussi prendre des photos. Plus votre recherche sera visuelle, plus elle sera agréable aussi à consulter. Et l'observation, elle va avoir pour but de collecter des insights. Donc sur l'illustration à votre gauche, vous allez avoir un insight qui est photographié. Donc dans la première photo, vous voyez quelqu'un qui est au volant et qui place la tasse de café entre ses jambes. Donc qui a trouvé une solution en fait alternative au fait qu'il n'a nulle part où mettre sa tasse. Et dans l'illustration 2, juste à côté, vous avez quelqu'un en fait qui a fait de l'observation,
et qui a trouvé une solution et qui propose du coup sur le tableau de bord un endroit, un espace adapté pour y coincer sa tasse ou sa thermos. Ça, c'est en fait le processus que vous allez traverser vous avec votre idée. Vous allez d'abord collecter des insights suite à l'observation et vous allez ensuite proposer une solution qui soit design et intégrée à ce tableau de bord en l'occurrence. Pour passer à l'action, vous avez plusieurs méthodes d'observation qui existent. Vous avez l'observation passive, qui va être le fait d'aller sur le terrain et d'essayer d'observer du coup le comportement du consommateur dans un environnement donné, privilégier l'environnement dans lequel le consommateur est habituellement. C'est toujours mieux en fait de faire de l'observation en contexte plutôt que dans un café par exemple. Donc au moment de vos interviews, essayez d'interviewer dans le contexte. Privilégier également comme méthode l'immersion. L'immersion, ça va être le fait de se mettre dans la peau de votre utilisateur. Vous allez développer en fait votre empathie, votre imagination. Vous allez essayer de vous projeter dans le parcours de l'utilisateur. Et enfin, troisième méthode qui est la projection, où là, en fait, vous allez demander à l'utilisateur de se projeter dans un environnement fictif. Ça peut avoir aussi un intérêt puisque ça va débloquer son imaginaire et il va être beaucoup plus créatif. Donc, ça peut vous permettre aussi d'avoir des idées, des informations intéressantes. Le mieux, c'est de fusionner ces trois méthodes. Et puis, on va faire un focus à présent sur les interviews, qui sont en fait l'outil le plus utilisé pour faire de l'observation. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul outil à utiliser. Rappelez-vous, l'observation, c'est aussi de l'immersion, ça peut être de l'observation passive, ça peut être de la projection. Et donc, dans les interviews, vous allez faire soit un focus individuel, donc vous allez faire en fait une interview avec une personne qui sera votre interlocutrice, qui peut être soit un expert, soit votre cible, soit un intermédiaire, soit un partie prenante indirecte. Et là, c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'aller très en profondeur dans l'entretien et d'avoir des informations qualitatives. Une deuxième typologie d'interview, ça va être le focus group. Si par exemple vous vous intéressez à des communautés, typiquement faire une interview de groupe pour essayer de comprendre comment toutes les personnes de cette communauté interagissent ensemble, ça peut être une bonne façon de faire de l'observation. Et enfin, le questionnaire. Le questionnaire, c'est intéressant parce que vous pouvez le digitaliser, vous pouvez le faire en ligne, ce qui veut dire que vous pouvez collecter très rapidement beaucoup d'informations. Là, par contre, vous allez plutôt être sur des informations quantitatives. Vous allez pouvoir faire des statistiques à partir de ça. Vous allez avoir beaucoup de réponses. Ça va vous permettre de valider vos observations rapidement et massivement, mais ça ne se substitue pas à un entretien individuel qualitatif. Et enfin, petit bonus que j'ajoute uniquement à l'oral, c'est la netnographie, qui est une méthode d'observation assez intéressante, où en fait vous allez faire de l'observation à partir d'Internet. En période de confinement, typiquement, c'est une méthode qui peut être très intéressante. Par exemple, dans la promo actuelle, on a une startup qui a fait de la netnographie, qui s'est intéressée aux tendances Google à la fin de l'année et qui a repéré une tendance en fait qui est devenue son opportunité business. Donc voilà, penser à la netnographie, ça peut être très intéressant également. Donc maintenant, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour savoir quelle bonne personne interroger. Donc ce qui est sûr dans tous les cas de figure, c'est que les bonnes personnes à interroger, ça va être votre cible, donc les personnes qui vont être directement concernées par votre solution et par le produit ou le service que vous imaginez créer. Ça va être également les experts, donc les personnes qui ont une réelle expérience en la matière, qui vont vous apporter beaucoup de connaissances et souvent un regard assez nouveau sur ce que vous faites. Et enfin, les utilisateurs extrêmes. Les utilisateurs extrêmes, ce sont les personnes qui soit vont complètement détester ce que vous faites, soit complètement adorer. Et c'est toujours très instructif d'avoir le retour, parce que parfois, chez un utilisateur qui déteste votre solution, vous allez déceler en fait une opportunité business. Et de même que quelqu'un qui va adorer votre solution, c'est des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour vendre rapidement. C'est toujours hyper important à plein d'étapes du développement de vos startups, mais également à l'observation, de s'intéresser à ces utilisateurs. Pour faire le sourcing de ces personnes, nous, on va mettre à disposition au Schoolab plusieurs choses. Donc d'abord notre écosystème qui va vous être ouvert, sur lequel vous allez pouvoir faire de l'observation également. Vous allez être en contact avec la School Team, donc avec des personnes qui ont énormément d'expérience en innovation, en start-up,
avec des corporates et avec parfois des parties prenantes qui sont similaires aux vôtres. Donc ne négligez pas l'écosystème Schoolab et j'insiste là-dessus. Le Schoolab est aussi un terrain d'expérimentation et d'observation pour vous. Vous allez après, bien sûr, vous focaliser sur votre réseau personnel et professionnel, donc sur les personnes que vous connaissez. Vous allez faire de l'observation sur elles, forcément parce qu'elles sont plus simplement accessibles. Mais attention, les informations que vous allez collecter auprès de ces personnes ne seront pas toujours fiables. Donc c'est toujours à compléter avec d'autres types d'observations. Et là-dessus, vous allez avoir les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure de la netnographie. Les réseaux sociaux, ça peut être un très bon moyen de valider son observation. Typiquement, vous pouvez valider votre observation en créant une landing page présentant la solution que vous souhaitez implémenter. Et bien, vous allez pouvoir la poster sur les réseaux sociaux, savoir s'il y a un intérêt de l'utilisateur. Ou alors, vous allez pouvoir également poster vos questionnaires d'observation sur les réseaux sociaux pour collecter des informations. Et enfin, les lieux communs, donc tous les lieux dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer du monde, qui seront aussi un terrain privilégié pour votre observation. Une interview, ça se présente en 5 étapes. La première étape, ça va être l'étape de la présentation. Donc n'oubliez pas, une interview, c'est avant tout un contact humain. Donc il faut prendre le temps de saluer la personne, de faire connaissance, de présenter vos objectifs et la raison pour laquelle vous souhaitez la rencontrer. Ensuite, vous allez faire une introduction. Essayez de passer du coup en détail votre idée, votre problématique, sans trop développer pour ne pas influencer non plus les informations que vous allez collecter. Ensuite, il y aura l'étape de découverte, la troisième étape, pendant laquelle vous allez poser vos questions, en commençant du coup par des thématiques larges. En fait, la découverte et le guide d'entretien, c'est comme un entonnoir. Donc, vous allez commencer par des thématiques larges et finir par des problèmes et des questions plus précises. Quatrième étape, ce sera l'approfondissement. Là, vous allez essayer de rebondir sur les questions et sur les informations apportées par la personne interviewée pour essayer de collecter davantage d'informations, des informations plus précises, plus profondes. Et enfin, la cinquième étape, le débrief et le remerciement, pendant lequel vous allez remercier la personne après lui avoir fait un rapide débriefing des informations que vous allez collecter. Et toujours proposer à ces personnes de garder contact et d'en savoir plus, si elles le souhaitent, sur le développement de votre observation. Pensez bien que la personne que vous avez interviewée sera peut-être le client de votre solution. Donc, toujours garder contact avec ces personnes-là. Pour bien préparer ces entretiens, on va vous demander plusieurs choses. D'abord, ça va être de définir une liste de thématiques, donc de bien structurer votre guide d'entretien, de bien le préparer. Et comme je le disais tout à l'heure, de fonctionner en entonnoir. De commencer par des questions générales pour aller vers des questions plus précises, qui vont vous intéresser davantage. Et donc, 4 règles d'état d'esprit à se remémorer au moment de l'entretien. C'est d'abord d'être curieux. Il faut que vous ayez soif de savoir, il faut que la personne le sente aussi. Parce que plus elle va vous sentir curieux, plus elle va avoir envie aussi de participer et de donner de bonnes informations. Il va falloir aussi que vous mettiez de côté du coup votre idée, votre savoir. L'idée, c'est d'y aller en fait avec l'esprit complètement blanc. Allez-y sans a priori, sans volonté de forcer les réponses de l'utilisateur pour qu'elles aillent en votre sens. Parce que sinon, vous n'aurez pas d'informations fiables et vous ne pourrez pas construire de problématiques solides. Toujours demander également pourquoi. Et n'hésitez pas à répéter cette question du pourquoi, à essayer d'aller au fond des réponses de la personne que vous interviewez pour bien comprendre ses motivations et la façon dont elles fonctionnent. Et toujours prenez des notes. Il faut toujours collecter un maximum d'informations, que ce soit par de la prise de notes, par de la photo ou en enregistrant avec un enregistreur. Essayez de garder un maximum de traces de ces informations-là, dessiner aussi. Tous les moyens visuels de collecter des informations sont bons à prendre. Une fois que vous aurez collecté toutes ces informations, et vous vous rendrez très vite compte que vous allez avoir beaucoup d'informations, le vrai challenge, ça va être de synthétiser ces entretiens. Pour les synthétiser, on vous propose une fiche de restitution d'entretien qui est composée en fait de plusieurs parties. Donc le profil, dans lequel vous allez renseigner en fait le profil de la personne, ses caractéristiques, le problème qu'elle rencontre ou les problèmes qu'elle rencontre, qui vont en fait être pour vous une première piste d'opportunité, peut-être aussi
une première chose que vous pourriez faire pour l'utilisateur, et donc potentiellement ce qui va vous donner aussi de l'inspiration pour un produit ou un service. Ajoutez toujours des éléments surprenants pour vous forcer à être dans un état d'esprit dans lequel vous allez essayer d'apprendre des choses. Ajouter des éléments surprenants, c'est très important. Essayez aussi d'identifier ce qui est réellement important pour la personne, pour être sûr de l'avoir bien comprise aussi, de bien comprendre quelles sont ses craintes, à quoi est-ce qu'elle tient, qu'est-ce qu'elle apprécie. Et ça va vous servir en fait pour trouver aussi la bonne manière de prototyper votre solution. Des verbatim, donc des citations de la personne, pour être sûr de ne pas déformer ses propos, en fait garder des citations de choses qu'elle a dites sans les déformer, pour avoir des informations qui soient toujours là encore fiables. Et enfin, intéressez-vous à sa pratique. Si elle a un problème, elle a peut-être déjà cherché des solutions. Elle a peut-être des solutions alternatives, peut-être qu'elle a bricolé quelque chose, ou peut-être qu'elle connaît déjà une start-up ou une entreprise qui propose des solutions. C'est hyper utile pour vous, ça va vous permettre de faire un benchmark, mais aussi éventuellement de transformer des solutions alternatives un peu artisanales en des solutions business que vous allez pouvoir vendre. Très intéressante cette partie de la restitution d'entretien. Et enfin, essayez toujours dans vos interviews d'avoir un call to action, donc de proposer à la personne, une fois que vous aurez synthétisé vos observations et que vous les aurez prototypées, que vous les aurez incarnées dans un produit ou d'un service, demandez-lui si elle souhaite le tester. Comme ça, vous gardez un contact avec elle. Ça va être une personne aussi sur laquelle vous allez pouvoir compter pour faire une bêta test. Donc, enfin, 4 petits conseils avant de passer à l'action, qui sont en fait une répétition de quelques conseils que je vous ai déjà donnés. Donc le premier conseil, ça va être d'observer vos utilisateurs et surtout de faire attention aux solutions alternatives qu'ils auraient déjà pu trouver. En fait, quelqu'un que vous allez interviewer qui rencontre un problème, s'il le rencontre dans son quotidien et que c'est vraiment douloureux, il a forcément déjà trouvé des solutions alternatives. C'est ce qu'illustre la première photo sur la slide. Dans le cas de la photo de droite, typiquement, vous avez des personnes qui ont l'habitude de boire du café à cet endroit, qui n'ont visiblement pas de poubelle pour jeter leurs gobelets en plastique et qui les ont coincés dans les gouttières. Ça, c'est une solution qui est intéressante. Les personnes ont trouvé une solution alternative, certes artisanale, mais qui peut être intéressante pour une opportunité business. La deuxième photo, à droite, elle illustre votre capacité à avoir de l'empathie. Essayez toujours, quand vous interviewez quelqu'un, de lui demander ce qu'il ressent. Essayez de le mettre dans un état dans lequel il va plutôt parler de ses ressentis, plus qu'être dans une tentative de rationaliser ou de bien répondre à vos questions ou de montrer ses connaissances. Essayez de le mettre dans un état dans lequel il va décrire des émotions. Troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de chercher des anecdotes plutôt que des informations. Je m'explique. En fait, une anecdote, ça va plutôt être une situation. L'utilisateur ou la personne que vous allez interviewer va vous décrire une situation dans laquelle elle rencontre un problème. Et ça va être beaucoup plus précieux que d'avoir une personne en fait qui répond à votre question de façon très rationnelle et très réfléchie. En fait, quand on vous demande des anecdotes, vous allez avoir avec cette anecdote tout un contexte qui va être très précieux à titre informatif. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, c'est de toujours interviewer vos utilisateurs dans leur contexte. Si vous souhaitez interviewer des chirurgiens, eh bien interviewez-les dans un hôpital. Si vous souhaitez interviewer un restaurateur, interviewez-le dans son restaurant. Et ces 4 conseils sont assez précieux. Ça va vous permettre d'avoir des informations beaucoup plus fiables. Du coup, pour conclure ce workshop, on va vous demander 4 tâches, 4 choses à faire rapidement. Ça va être de remplir votre stakeholder map, donc l'outil que je vous ai présenté au tout début de la présentation, donc la carte de vos parties prenantes avec leurs différentes interactions. Ça va être de créer une liste de personnes à interviewer en vous référant aux slides qui présentent la bonne façon de choisir ces interviewés. Ensuite, il va falloir réaliser un guide d'entretien. Donc, pensez à bien le structurer, à la structure en entonnoir, en commençant avec des questions générales, puis en allant vers des choses plus précises.
Et enfin, réaliser le questionnaire. Le questionnaire, vous allez par exemple le faire en ligne et ça va vous permettre de collecter des informations quantitatives. Ensuite, à l'issue de ces questionnaires et de ces différents outils, il va s'agir de les analyser et de proposer déjà pour la prochaine session 15 interviews. Donc il faudra avoir fait 15 interviews pour la prochaine fois. Et si possible, avoir également sur votre questionnaire une centaine de réponses pour avoir un échantillon vraiment représentatif. Voilà donc pour les devoirs, si je puis dire, associés à ce workshop. Le workshop est fini. Si vous avez des questions, je vous invite à contacter l'équipe Startup ou à me contacter directement sur Slack. Merci pour votre attention et à bientôt.